Bonjour les belles plantes et les belles fleurs, c'est Joël, reporter lumière pour la rubrique cheminement et mission de vie. Aujourd'hui, je suis descendue un peu plus dans le sud et je me trouve aux côtés, j'ai la joie et l'honneur d'interviewer Irène Duboeuf, poétesse écrivaine. Merci Joël, c'est une joie pour moi de te recevoir et de pouvoir parler de ma poésie. Oui, nous en avons un petit peu discuté, mais là, on va vraiment aller un petit peu plus pour faire connaissance dans les essentiels de Irène. Alors, Irène est poétesse écrivaine. Je lis sur ton site internet, Irène, que tu es entrée dans l'écriture dans les années 2000. Je vais faire une présentation, bien sûr, un petit peu sur toi. Et puis, on va justement, après, plus parler. Au jour d'aujourd'hui, 2023, c'est palpable en un baiser aux éditions du Cygne. Tu as écrit également Un rivage qui embrasse le jour 2021 et Effacement des seuils aux éditions Unicité en 2019. Tu es également traductrice. Il y a eu beaucoup d'autres livres Tout avant, à fait. C'est mon 8e en fait, oui, celui-ci. J'allais en venir justement que c'était ton 8e recueil de poésie. Tout à fait. Et pour toujours continuer dans la présentation et dans justement tes talents, tu aides à la traduction et tu es traductrice. Tu as justement traduit Neige pensée en 2020 et L'alphabet du monde en 2020. Donc ça fait 2 livres traduits. Il y en a d'autres aussi. Et tout à fait. Il y a Quatuor, il y a Hivernal. On a fait 4 livres avec Amedeo Anelli. Oui. Et un livre avec Luigi Carotenuto. Oui. Dont je crois nous parlerons tout à l'heure. Tout à fait. Parce que j'ai envie justement de dire justement ce que toi, enfin voilà, tu cites ton site internet parce que je trouve que c'est très parlant de ton état d'esprit de poète et d'écrivaine. Sur le souffle et le mot, tu as cité Rainer Maria Rilke dans les lettres à un jeune poète. Rapprochez-vous de la nature, essayez de dire comme si vous étiez le premier homme, ce que vous voyez, ce que vous éprouvez, ce qui est pour vous objet d'amour ou de perte. Si votre vie quotidienne vous paraît pauvre, ne l'accusez pas, accusez-vous plutôt. Dites-vous que vous n'êtes pas assez poète pour en convoquer les richesses. Alors comment ça te parle à toi en fait? Eh bien, en fait, tout est parti de cette citation de Rainer Maria Rilke. J'ai toujours aimé la littérature, j'ai toujours aimé la poésie, mais je n'écrivais pas. Je suis entrée en poésie assez tardivement. Et j'avais une vie que je jugeais pauvre. Et en fait, quand j'ai lu ce livre de Rilke, Les lettres à un jeune poète, j'ai compris que ce n'était pas du tout une excuse pour ne pas écrire, loin de là, au contraire. Et c'est pour ça que j'ai tenu à mettre cette phrase au début à l'ouverture de mon site, parce qu'elle est vraiment à l'origine de mon entrée en poésie. Et puis Rilke parle beaucoup de la nature. Or, je suis une amoureuse inconditionnelle de la nature, donc je me retrouvais tout à fait dans ce qu'il écrivait. Ouais, merci pour justement comment ce texte résonne pour toi et puis en toi et puis qui t'a porté en fait sur ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu es aujourd'hui. Et puis aussi j'ai envie de citer justement le poète Luigi Carotenuto qui dit, je vais le faire brièvement parce que ce texte vous pouvez aussi le retrouver sur le site internet de Irène, mais là j'ai trouvé que ça parle vraiment de toi et puis quand il parle de l'alliance des 4 éléments, la virginité du regard, la délicatesse, ça en dit déjà sur ta poésie, sur justement comment tu vis la poésie. L'alliance des 4 éléments, c'est assez fort déjà. Oui, tout à fait. La virginité du regard, justement, c'est ce regard un peu, justement, c'est ça, vierge, qui un peu enfantin, un peu. C'est cela, c'est l'enfant intérieur qu'on a en nous. Qui fait que on porte un regard de poète et on habite en poète le monde, comme le disait Hölderlin. Voilà, c'est. Donc tu es avec ta petite fille intérieure, c'est ça qui t'anime. Tout à fait. Il faut, disons que le regard de l'enfant, c'est celui qui découvre, oui, qui est curieux de tout. C'est celui qui pose un regard sur un petit détail. Oui. Il va pas regarder. Quand un enfant regarde un tableau. Moi, je parle en tant qu'ex-institutrice ayant eu des enfants dans la classe. Quand on leur montre quelque chose, eh bien, ils vont voir tout de suite le petit détail qui fait que ce tableau est particulier. Ils vont pas voir l'ensemble. Ils regarderont l'ensemble après.
Eh bien, le poète, c'est un petit peu pareil. Il va se fixer sur le petit détail que la personne lambda ne voit pas. Et c'est ça qui va faire poésie. C'est de là que parle le poème. Ah oui. C'est cette virginité du regard dont parle Luigi. D'accord. L'émerveillement devant ce qui peut paraître tout à fait banal. Alors, quand tu dis tu es entré un peu tard dans la poésie, toi justement, comment c'est né cette rencontre avec l'envie de coucher, ce que tu ressens, et puis l'envie aussi de partager aussi quelque part cette écriture. Tout à fait. On n'écrit pas. Enfin, moi, je n'écris pas pour moi-même. Oui. J'écris pour les autres. Oui. Au début, peut-être les tout premiers poèmes, je les ai écrits pour moi. Peut-être le tout premier. En fait, j'ai l'habitude de dire que mon premier poème est né dans un cri. C'était un cri de révolte, un cri de douleur, parce que j'avais une maladie orpheline qui m'empoisonnait la vie et qui m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire, de vivre normalement. J'étais encore jeune et donc c'était vécu assez difficilement, et pour moi et pour mon entourage. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie de coucher sur le papier tout ce que j'avais en moi, tout ce ressentiment. J'ai pris un feutre noir, je me souviens, une feuille de papier, et puis j'ai écrit mon premier vers comme ça, et puis je l'ai foutu à la poubelle évidemment parce que ça n'avait rien de poétique. Mais ça a été le début, parce que le lendemain, j'ai repris un papier, j'ai repris mon même feutre et j'ai fait un poème qui s'appelait Prison, parce que je me sentais emprisonnée dans mon corps. Et puis après, je suis sortie un petit peu de moi-même et je me suis dit oui, mais je suis pas toute seule, il y en a plein d'autres qui vivent des choses terribles. Et j'ai écrit au nom des autres, de tous ceux qui vivaient dans cette prison que peut être le corps ou le mental. Chacun a sa propre prison, ou les deux même. Et c'est parti de là. Donc mes premiers poèmes, je ne les ai pas publiés. Il y en a certains qui ont eu des prix dans des concours, parce que c'était des petits concours au début, mais ils n'avaient pas de valeur vraiment poétique. Mais ça a été la phase préparatoire, je dirais, à la suite. Parce que très vite, j'ai voulu sortir de ce carcan dans lequel j'écrivais, où je parlais de choses qui étaient quand même assez douloureuses. Et je suis tombée amoureuse des mots. Et je me suis dit, mes meilleurs compagnons, ce sont les mots. Et eux, ils vont me sortir de là. Et je le sentais. Et j'ai accroché tout de suite. Et je me suis abonnée, je me rappelle, à plus d'une dizaine de revues de poésie pour pouvoir lire ce qui se faisait maintenant, parce que j'en étais restée à ce que j'étudiais au lycée. Et je me doutais bien que ce qu'on écrivait maintenant n'était pas tout à fait de la même facture. Donc, je me suis abonnée à et vraiment eu le coup de foudre pour l'écriture. L'écriture poétique, l'écriture aussi de prose. J'écrivais pas mal de nouvelles à l'époque. Et puis voilà, ça a été un engrenage. J'ai participé à des concours pour savoir si ça pouvait intéresser les autres. Oui, c'est c'est super qu'on parle justement de tes concours, parce que j'ai noté le prix Amélie Murat, la médaille de la ville de Clermont-Ferrand, et bien sûr d'autres participations, des villes qui t'ont justement invité à venir. J'ai pas tout noté parce que tu as été présente dans plusieurs événements. J'ai plus de 50 prix. Des prix sur un seul texte ou quelques textes. Amélie Murat, c'est différent. C'est un prix sur un recueil complet. Donc au début, effectivement, il y a eu plusieurs étapes. La première étape, c'était est-ce que ce que j'écris, ça peut intéresser autrui? Parce que ça m'intéresse moi, mais c'est pas parce que ça m'intéresse moi que ça intéresse les autres. Oui, c'est vrai. Donc je me suis testée comme ça, et puis je trouvais sympathique de rencontrer d'autres personnes qui écrivaient, qui partageaient la même passion que moi. Et effectivement, pendant quelques années, dans les années 2003 à 2007, 2008 par là, j'ai fait beaucoup de concours. Sans vouloir me vanter, j'ai eu presque tous des premiers prix. Incroyable. Donc ça m'a encouragée et j'ai envoyé ces textes à des revues après.
D'accord. pour les publier en dehors des concours. Parce que dans les concours, il y en avait qui étaient sérieux, il y avait des concours universitaires et tout qui étaient très, très sérieux. Il y en avait d'autres, c'était gentillet, mais c'était pas forcément en correspondance avec la poésie réelle qui se publie actuellement. Hein. Mais bon, c'était sympathique. Donc, c'est faire ce premier pas. Donc, il y a eu des étapes. Après, encore ce pas voilà, vers les éditions. vers les éditions en revue. Et puis un jour, je voyais des textes à ce que je croyais être une revue, et ce n'en était pas une. C'était un éditeur qui m'a dit, mais je vous publie. Quelle nouvelle! Alors j'avais envoyé 16 textes, je me rappelle. Mais c'est qui faisait partie d'un ensemble qui avait une 50aine de textes. Et cet éditeur, il me dit, ben, je vous publie, envoyez-moi tout. Sauf que moi, j'avais pas du tout envie de publier chez lui, parce qu'il faisait des petits recueils très sympathiques, mais qui ne se vendaient pas en librairie, tout ça. Et j'avais déjà dans l'idée de publier chez un éditeur qui est drômois d'ailleurs, Alain Blanc, aux éditions Voix d'encre, qui fait des ouvrages absolument magnifiques. Et j'étais bien embêtée parce que je pouvais pas dire ben non. C'était mon premier éditeur, j'allais quand même pas le refuser. Et d'un autre côté, j'avais vraiment dans l'idée de publier chez cet autre éditeur drômois. Et j'ai dit, ben tant pis, on va publier. Comme il faisait des petits recueils justement de 16 pages, ça tombait très bien. Là aussi, le hasard. Oui. J'ai publié une partie de mon recueil qui s'est appelé Le pas de l'ombre. Et puis le reste, bien je l'ai envoyé chez l'éditeur que j'avais, donc Alain Blanc, les éditions Voix d'encre. Et je lui ai trouvé un autre titre, évidemment, puisqu'il était saint en plusieurs parties, mon recueil, et il s'est appelé La trace silencieuse. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai démarré dans l'édition, et après, bien, ça a suivi sans problème, quoi. C'est incroyable. Oui, c'est vraiment... Quand j'y repense, je me dis que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu de la chance, mais il faut dire aussi que j'ai passé beaucoup de temps à cibler les éditeurs pour pas envoyer comme ça à tout vent et être déçu. On s'aperçoit qu'il y a de nombreux éditeurs. Rien qu'au marché de la poésie, là, la semaine passée, ils étaient plus de 500. Mais ils ne publient pas n'importe quoi, et heureusement. Et chacun a sa ligne d'édition bien particulière. Donc, c'est important pour toi d'être chez un éditeur où tu es en accord avec la valeur. On est obligé. Obligé. De toute façon, un éditeur digne de ce nom ne va pas publier quelqu'un qui n'est pas en accord avec sa ligne d'édition. Hein. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont refusés, parce que si on cible pas, eh bien, ça veut pas dire qu'on est mauvais, ça veut dire qu'on n'a pas pris le bon. C'est tout. D'accord. Ah oui. D'accord. Oui, c'est comme prendre le train, prendre le bon train. Mais exactement, oui. D'accord. Eh bien, dis donc, il y a un petit peu de magie de féerie en fait, dans le fait que tu pensais vraiment envoyer tes premiers écrits à tel endroit, et que finalement te fait cette proposition, et puis que tu démarres à être publié. Et oui, tout à fait. Et cet éditeur, j'ai appris son décès dernièrement, le premier éditeur, c'est cette semaine, là, il est décédé, et ça m'a beaucoup chagrinée parce que tout est parti de lui. C'est vrai. D'accord. Là, on parle justement de comment tu débutes. T'as un cheminement de poète. Et on va parler justement de tes souvenirs, de tes premiers écrits. Tu nous en as un petit peu parlé. Bon, c'était lorsque il y avait donc cette c'était le corps qui a parlé pour ressortir, exprimer les douleurs, voilà, physiques, émotionnelles, etc. Et on va dire, voilà, dans les débuts, quels sont pour toi les souvenirs justement des écrits qui te, qui font surface là maintenant? À vrai dire, je les ai oubliés, ces premiers poèmes. C'était une transition qui était nécessaire, mais pour moi, c'était pas de la poésie. Enfin, si, c'était des poèmes, mais c'était pas des poèmes dignes de porter ce nom de poème.
Non, je pourrais même pas les citer d'ailleurs. J'ai que des titres, c'est tout. J'ai voulu volontairement les oublier parce que pour moi, le premier poème, c'est celui qui a été édité dans le premier livre chez Voix d'encre et qui est lié avec mes recherches généalogiques. Oui. Et ce premier poème avait eu un premier prix à Cholet. On avait fait le déplacement avec mon mari et on avait été chercher ce prix. Et il ouvre je peux pas dire mon premier recueil puisque j'avais édité avant, donc pour ne pas le citer, c'est Michel Cozem, mais c'est vraiment celui que j'ai considéré comme un poème abouti. D'accord. Et voilà, et donc ce sont des poèmes après qui sont en lien avec la nature, la nature que j'ai écrit dans ma maison de campagne à Chalmazel. La plupart de mes premiers poèmes ont été écrits dans ce cadre, au milieu des bois, des prés, au milieu où règnent deux couleurs, le bleu du ciel et le vert de la terre. Oui. Donc les lieux t'inspirent. Les lieux il y a aussi me conditionnent. Tu as ton livre donc très récent, Papa m'en a un baiser, et là justement tu mets quelques notes sur les musiques sur lesquelles tu peux écrire, mais que tu me disais qui te font allusion et qui te font remonter dans le temps. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, ces réminiscences, un petit peu de souvenirs aussi qui te raccrochent. Et tu me parlais justement de ton arrière-grand-mère que je salais jusque-là. Oui, tout à fait. Donc, tout à l'heure, nous parlions de musique et de Satie. Et c'est vrai que Satie m'évoque une période que, bien sûr, je n'ai pas connue, mais qu'a connue mes aïeuls, sur lesquels j'ai fait beaucoup de recherches et sur lesquels j'ai écrit. Et écrit une écriture en prose, hein, pas de la poésie. Encore que, j'ai fait un ou deux poèmes sur elle, mais bon, c'était comme ça pour moi. C'était pas un poème vraiment publiable. Il y en a un autre qui a été publié dans la Drôme. Décidément, les Drômois, ils doivent m'aimer. C'était une association qui était dans l'Ardèche, mais qui faisait des réunions à Valence et qui avait publié une anthologie dans laquelle, effectivement, j'ai publié un poème sur l'arrière-grand-mère en question. Oui, donc pour revenir à la musique, elle m'inspire pas en tant que telle, elle m'inspire parce qu'elle me renvoie à un sentiment que j'ai au fond de moi. Alors ça peut être effectivement une époque, elle m'évoque une époque. Satie m'évoque l'époque de mon arrière-grand-mère qui était pianiste et qui jouait énormément de morceaux divers et notamment du Satie. Une époque que je n'ai pas connue mais que grâce à la musique et grâce aux mots du poème, je vis en moi comme si je l'avais vécu et à tel point que ça me donne des souvenirs qui n'en sont pas puisque je ne les ai pas vécus. Oui. Donc c'est un peu fou, mais c'est palpable en un baiser, c'est tout l'invisible est là, palpable en un baiser, que dit si bien Marc Alain qui ouvre mon dernier recueil. D'ailleurs, on peut tout à fait citer. Alors ici, je me permets parce que j'ai oublié le bouquin, Irène me l'a offert, je l'avais encore dans les mains hier soir. Et du coup, alors, palpable en un baiser, hein, il ne faut pas y voir quelque chose de sexuel. Hein. Oui, alors comme on pourrait le penser. Il y a une simplicité. Mais par contre, il y a de la sensualité, c'est-à-dire que je tiens à ça, c'est-à-dire que l'invisible, les sentiments, tout ce qu'on peut, la divinité, tout ce qu'on peut imaginer qui est invisible. Il devient palpable, il devient tangible et il y a une sensualité dans le vécu grâce aux mots du poème. Merci pour cet éclaircissement et cet éclairage. Tout à fait, c'est vrai. Et oui, tu as bien cité Marc Alain, tout l'invisible. Dont on parle peu. Et qui est, malgré ses prix de l'Académie française, hein, c'est pas n'importe qui, il est absolument extraordinaire
Et lui aussi, il a eu beaucoup d'influence, pas sur mon écriture, parce Oui. que lui, il fait des vers beaucoup plus longs, et puis Oui. je vais pas me comparer à Marc Alain, ça n'a strictement rien à voir. Oui. C'est quelqu'un d'une érudition absolument extraordinaire, que j'admire profondément, et avec lequel je me sens beaucoup d'affinité dans ce qu'il dit. Ouais. Et plus on tourne les pages, tu as une écriture qui est accessible, tu as une écriture elle est, voilà, je peux juste te montrer, hop, la nuit des persils, le jour s'éteint, j'attends, le ciel a promis l'envol des étoiles, mais aucune ne s'hasarde à traverser la nuit. Plus on tourne les pages, et plus justement, nous sommes, on se relie à l'invisible grâce à toi et par toi. Et moi, je trouve ça magnifique. Et c'est vrai que, comme je te disais, j'arrivais bien à tourner les pages, ça c'était super, parce qu'il y a des fois où j'arrive pas à trop tourner les pages, ça c'est vrai. et du coup, quand on arrive, on fait ah oui, exact. On arrive vraiment lors du ciel, passagère de l'invisible. J'emprunte chaque jour le masque bleu des songes, allant aux sources du soleil pour te rapporter l'or du ciel. C'est nous, on peut pas deviner, c'est vrai. On a parlé de en fait, c'est un vrai. Il y a ton fil conducteur. Est-ce que tu veux bien nous en toucher quelques mots sur ce fil conducteur? Comment tu as composé les puzzles et comment tu as mis les morceaux oui, voilà, effectivement, on peut le dire que ce livre est un peu différent des autres, oui, dans la mesure où je ne pensais pas faire un livre. Il est né un peu tout seul parce que j'écrivais tous ces derniers mois, très chargé. Ménagement, j'avais eu beaucoup de changements aussi qui m'avaient perturbée, et j'écrivais mais d'une manière non suivie. Je notais quelques phrases, quelques vers de manière très impulsive, mais ce n'était pas vraiment des poèmes. Et puis, pourtant, tout ce que je disais, j'avais l'impression qu'il fallait que ça sorte un jour sous forme de poème et sous forme de recueil, évidemment. Mais j'avais l'impression d'une disparité. Et pourtant, je disais toujours des choses qui tournaient autour des mêmes thèmes. L'invisible, bien sûr. Lorsque je suis tombée sur ce vers de Marc Alain, je me suis dit, ben voilà, c'est ça, c'est lui qui va me guider dans ce recueil. Tout l'invisible est là, palpable en un baiser, parce que tout ce que je disais, c'est exactement en accord parfait avec ce vers magnifique. Et le fil conducteur, alors contrairement à ce qu'ont déjà pensé certaines personnes qui ont écrit sur ce livre, et que je remercie au passage, mais qui ont privilégié la partie où je parle de la mort, puisqu'il y a une allusion au décès de ma mère. Mon livre ne se veut pas du tout un livre qui parle de la mort, loin de là. C'est un livre qui parle d'amour. D'amour, comme c'est indiqué dans la 4e de couverture, un amour au sens large, c'est-à-dire avec un grand A, et un amour qui peut être de toutes sortes, de l'amour d'une personne à l'amour des mots, à l'amour de la nature, à l'amour de la vie. Je pense que le plus fort, c'est l'amour de la vie. Et c'est ça que j'ai voulu mettre dans ce recueil. Et même si effectivement il y a des passages qui sont plutôt peut-être pas tristes mais nostalgiques, parce que je suis une femme nostalgique aussi, même si j'aime la vie. J'ai des moments où j'éprouve de la tristesse, mais c'est pas, il n'y a pas que ça. Ça y est, c'est sûr, ça y est. Mais je voudrais pas qu'on le prenne uniquement sous cet angle-là. J'aimerais qu'on le prenne surtout sur l'amour des mots, l'amour de la poésie, l'amour de la vie et l'amour tout court. C'est ça qui compte pour moi. D'accord. Et puis ça apporte vraiment un autre angle de vue et tu poses vraiment, voilà, on peut regarder après ton recueil d'une autre manière, avec justement là ce que tu développes. Oui, ça me fait voir autrement le livre. C'est important parce que
Je ne donne aucun détail. C'est volontaire, bien sûr. C'est important pour moi parce que je tiens absolument à ce que le lecteur puisse se projeter dans ce qu'il lit. S'il connaît les lieux, il va les reconnaître lui-même. C'est arrivé, justement. La forteresse en ruine de mon recueil, c'est Crussol. Et je sais que Marc Baron, qui a vécu son enfance en face de Crussol, a reconnu tout de suite. Mais si on ne la reconnaît pas, c'est pas grave. Si on connaît une autre forteresse en ruine, eh bien ça peut être cette autre forteresse en ruine. Voilà, c'est un petit détail du livre, mais c'est valable pour tout ce dont je parle. C'est absolument incontournable pour moi. Je veux que le lecteur puisse se projeter et donc je reste assez vague. Ouais. Et j'écris d'une manière la plus brève possible, la plus condensée possible, et ça, je remercie les poètes qui m'ont influencée, c'est-à-dire Jacques Otter, Reverdy, parce que Reverdy, lui, m'a appris à voir la poésie partout, même là où on pense qu'elle n'est pas. Oui, la poésie, elle est vraiment partout. Waouh. Du coup, ça te nourrit jour et nuit, cette poésie-là, puisque ton regard peut se poser, voilà, il n'y a pas de frontières. C'est d'espace-temps, de lieu. Il n'y a aucune frontière. D'ailleurs, j'ai un livre qui s'appelle Effacement des seuils et qui évoque ce que tu dis. Ah, d'accord. Donc, dans chacun de tes livres, il y a vraiment des nouvelles naissances. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est vraiment, ça correspond vraiment à un aspect de ta vie, en fait. Tout à fait, tout à fait. Chaque livre est dédié à une idée très spécifique, toujours en lien, le temps, on retrouve toujours le temps, la nature, l'amour, la mort. Mais ça, c'est pas spécifique à mes livres, hein. Tous les poètes vous diront la même chose. Mais c'est vrai que les livres sont quand même assez ciblés sur un fil conducteur. Oui, ça, c'est indéniable. Oui, d'accord. Eh bien, merci pour justement tes anecdotes, tes récits sur Palpable en un baiser. J'espère, Belle Plante et Belle Fleur, que ça vous donne justement l'eau aux oreilles et aux yeux pour découvrir par vous-même Palpable en un baiser. Et on va et j'aimerais bien, moi, connaître justement tes coups de cœur. Tu en as un peu parlé, tu as dit René Char, d'autres auteurs qui ont pu te porter. Au jour d'aujourd'hui, quels sont justement tes coups de cœur? Est-ce que tu as le temps, toi, de lire d'autres choses? Alors, j'ai peu de temps. D'accord. Très peu. Je suis revenue du marché de la poésie avec tout un paquet de livres, là. Ils y sont pas tous, d'ailleurs, mais enfin, il y en a une. Ah oui. Eh ben, Marc Baron, que j'ai cité tout à l'heure, un poète qui... Alors lui, c'est tout le contraire de moi. Il écrit tous les jours, enfin toutes les nuits plutôt. Toutes les nuits, il écrit un poème. Il le retouche pratiquement pas. C'est merveilleux d'emblée, c'est extraordinaire. Alors que moi, je relis, et souvent je modifie. Gérard Beaucholier, qui est quelqu'un aussi, qui est un directeur de revue, directeur de la revue Arpa, et qui écrit des choses très lumineuses lui aussi. Qui me tire vers la lumière dont je parle dans Palpable en un baiser. J'ai pas eu le temps encore de le lire, j'ai juste commencé. Éric Allard, qui est un poète belge, très connu parce qu'il fait beaucoup de critiques, il dirige un blog et donc il connaît beaucoup les poètes. Et j'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai pris la blessure du blé, son dernier livre, aux éditions du Cygne. Une écriture avec laquelle je me sens en symbiose. Et puis, mon éditeur, enfin, le directeur de collection des éditions du Cygne, Arnaud Levac,
qui a publié plusieurs ouvrages. J'ai acheté son dernier. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je vais le faire très prochainement. Ah, t'as fait une belle récolte de livres. Il y a François Tessandier, La patience du vent, et puis plein d'autres. Un poète que je n'ai pas lu, mais dont le titre m'a attiré, et il est publié chez mon éditeur Voix d'encre. Cantique du cercle. Ouais. Toute une histoire. Le titre m'a tout de suite plu. Et puis, dernièrement, là, j'ai racheté du Philippe Jacotet parce que j'adore Jacotet, La promenade sous les arbres. Voilà, un ouvrage qui est sorti dernièrement, c'est par Jean-Marc Sourdillon. Jean-Marc Sourdillon, qui est un poète aussi, et qui se trouve être le conjoint de mon illustratrice. Ah, d'accord. C'est un pur hasard. Oui. Mon illustratrice de Palpable en un baiser. Ah, bah, du monde est petit. Catherine Sourdillon, qui fait des aquarelles absolument magnifiques. Mhm. Et au dernier moment, je n'avais personne pour illustrer parce que la couverture que j'avais choisie, eh bien, le photographe que j'avais choisi n'a pas voulu que je publie la photo que j'avais trouvée sur Internet et qui me plaisait beaucoup parce qu'elle n'était pas d'une qualité suffisante. Et je me mets tout à fait à sa place. Il voulait pas que ce soit abîmé par la publication. Donc, en 24 heures, j'ai cherché quelqu'un et tout de suite, j'ai pensé à Catherine Sourdillon qui avait déjà illustré un de mes recueils, Effacement des seuils. Et donc, je lui ai demandé si elle était d'accord parce que j'avais souvenir de fleurs magnifiques et notamment de roses. Et elle m'a proposé ce coquelicot. Je lui avais demandé des roses. Elle m'a envoyé des roses, mais elle m'a envoyé ce coquelicot. Et ce coquelicot, ben, il s'est imposé tout de suite parce que c'est le baiser des pétales du coquelicot. C'est la passion. Le rouge du coquelicot. Voilà, c'est la passion, c'est la fragilité aussi. Donc ça va avec le passage du temps, tout ça. C'était ce coquelicot qui s'imposait, d'autant plus que mon éditeur adore les coquelicots, c'est sa fleur préférée. Donc on ne s'est pas posé de questions, on a pris le coquelicot. C'était vraiment coquelicot. Voilà. Dis donc. Et puis j'en ai d'autres, ils sont dans mon bureau. Je lis beaucoup. Il n'y a pas vraiment un poète en particulier qui me fascine plus que les autres. J'ai cité Marc Alain parce qu'il est à part, lui. Il écrit des choses. Il a des images qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Mais sinon, j'aimerais citer Fabrice Farr, qui est un ami extraordinaire, qui publie dans de très très nombreuses revues, qui a fait un nombre très important de livres et qui, à mon avis, n'est pas assez connu parce que sa poésie est vraiment hors du commun. Et puis il y en a plein d'autres. Là, je sais pas, leurs noms me viennent pas à l'idée. Il y a aussi les poètes étrangers. Et d'ailleurs, en parlant de poètes étrangers, excuse-moi, chère belle plante et belle fleur, c'est que Irène est aussi traduite pour Palpable en un baiser et en arabe et en chinois. Oui, pas que Palpable, non, il y a d'autres poèmes. Je vais être publiée dans une revue chinoise le mois prochain. En ce moment, en cours, il y a des traductions qui sont faites en espagnol pour publication, je pense. C'est un auteur péruvien qui est en train de me traduire. Et puis en arabe, j'avais un livre qui devait sortir et puis j'ai appris avec tristesse que l'auteur était décédé. Et donc le livre n'est pas sorti, il devait sortir l'année passée. Et j'ai un ami à Tunis qui a voulu à qui j'ai demandé de me traduire quelques poèmes parce que juste après, là, j'étais très déçue de pas voir mes poèmes en arabe. Et donc, effectivement, j'ai eu plusieurs poèmes qui ont été traduits par Sami Chérif. Donc, tes poèmes y voyagent? Alors, les poèmes voyagent et moi-même, je fais voyager les poèmes des autres. Ah oui, parce que je traduis. Alors moi, je me contente de traduire des poètes italiens puisque je ne connais que la langue italienne. C'est déjà très bien.
Mais chaque fois que je traduis un poète italien, le but, c'est de le publier. Hein, c'est pas juste pour m'amuser à traduire. Oui. Donc, je l'ai fait publier par des revues en France ou en Belgique. Et puis, avec deux poètes particuliers, Amedeo et Luigi Carotenuto, je me consacre à la traduction de leurs œuvres intégrales. Donc, ça fait beaucoup de travail, mais c'est quelque chose de passionnant parce qu'on s'aperçoit que il faut connaître l'ensemble d'une œuvre pour vraiment pouvoir parler de quelqu'un. Si on se borne à traduire juste un ou deux poèmes, ça donne un petit aperçu, mais si petit. Donc, c'est là la recherche du vécu, du cœur, de l'âme de l'écrivain. Eh bien, donc, oui, pour là, comprendre. tu te mets sous une autre, enfin, tu es dans une autre posture que la poétesse. Là, tu vas. Oui, je vais vers. Mais quand on écrit, on va vers les autres aussi. On donne ce qu'on a en soi, on le donne, on l'offre aux autres. C'est un don, l'écriture. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Mais c'est aussi un don de s'intéresser à l'écriture des autres. Oui. Et on se nourrit aussi de l'écriture des autres, qu'elle soit dans sa propre langue ou dans une langue étrangère. Et traduire d'une langue étrangère vers le français, ça fait aussi approfondir sa propre langue maternelle. Donc c'est très enrichissant, et sur le plan humain, bien sûr, qui est prioritaire, mais aussi sur le plan purement linguistique, sur plein de choses. C'est magique. Oh là là. Ah ouais, eh ben, nous découvrons vraiment plein de choses. Alors, tu as bien sûr une pièce dédiée à tes créations où voilà, tu peux vraiment vaquer à recherche, à l'écriture, aux traductions, à tout. Et du coup, tu passes, en nombre d'heures ou Eh bien, je ne calcule pas, mais disons que je vais effectivement dans ce bureau où je passe les 3/4 de ma vie, pour ne pas dire les 7/8. Oui. J'y vais le matin après déjeuner, jusqu'à la préparation du repas. Parce que même si on est poète, il faut penser à manger. Voilà. Et puis je m'y remets tout de suite après le repas. Après, je fais une petite sieste parce que comme je dors très peu la nuit, eh bien, je fais une petite sieste en général, voilà, vers les 14 heures. Et puis ensuite, eh bien, ça dépend si j'ai des courses à faire. Bon, bien sûr, je fais comme tout le monde, hein, je vaque à mes occupations, mais souvent, je me remets à l'écriture ou à la traduction jusqu'à tard, jusqu'au repas du soir. Bon, je fais en sorte de sortir un peu quand même parce que on a la chance d'être dans un lieu très agréable, très proche de la nature. Et puis, c'est là aussi où je prends de l'inspiration. Enfin, je la prends pas parce qu'elle vient toute seule, mais je veux dire, tu te ressources. Je me sens bien. Voilà. Et puis, il faut bouger aussi. Je peux pas rester assise devant mon ordinateur tout le temps. Voilà, donc et puis très souvent le soir après le repas, bien soit je regarde quelque chose, un film qui m'intéresse, mais souvent il n'y a pas grand-chose, et je me remets à l'écriture. Et puis je me relève la nuit parce que je dors très peu. Donc je me couche vers les 11h, 11h30. Alors ça, c'est les activités diurnes dans la journée et nocturnes. Mais je me relève parce que... Et là, je reste 1 heure, 2 heures debout, enfin pas debout, assise à mon bureau. Ah oui. Et je lis. Alors soit c'est parce qu'un poète m'a envoyé un recueil par mail et j'ai pas eu le temps de le regarder dans la journée. Donc, comme la poésie se lit dans la plus parfaite tranquillité, et la plus parfaite tranquillité, c'est forcément la nuit. Donc, je lis la nuit. Voilà, je lis des recueils ou alors j'écris parce que l'écriture me vient beaucoup plus facilement la nuit que le jour. Et puis je finis par dormir quand même quelques heures. Oui.
l'essentiel aussi. Voilà, non, mais tout ça pour dire que je passe effectivement beaucoup de temps, soit pour traduire, soit pour écrire pour moi-même, soit pour lire, soit pour écrire. J'ai fait aussi pas mal de notes de lecture. Donc, qui dit note de lecture dit lecture déjà, donc effectivement, et je lis toujours les livres 3 fois avant d'écrire sur eux, donc ça prend du temps. Ah oui. Oui, parce que quand je fais une note de lecture, moi c'est comme une traduction. Je veux vraiment aller à l'os, comme on dit, c'est-à-dire vraiment au plus profond. Ah, d'accord. Si c'est pour rester dans la superficialité, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'écris peu. C'est moi qui choisis les auteurs sur lesquels je vais écrire. J'ai horreur qu'on m'impose quoi que ce soit. Il suffit qu'on me demande pour que j'ai pas envie d'écrire. Ah, d'accord. Donc, c'est toi qui... Oui, ça reste une passion. Ce que je fais, c'est tout par passion. Que ce soit ma propre écriture, que ce soit la traduction des autres, que ce soit une note de lecture, il faut que j'éprouve le besoin de le faire. Que ce soit quelque part vital. L'écriture de la poésie est pour moi vitale, mais bon, je dirais pas que les notes de lecture sont vitales ni les traductions, mais quand même, il y a quelque chose de très très fort qui s'établit entre moi et ce que je lis, et c'est-à-dire derrière ce que je lis, c'est une personne qui a écrit. C'est quelque chose qui n'est pas anodin, et donc je n'écris pas sur n'importe qui et pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est très très fort. Ah oui, waouh. Eh bien, d'accord. Oui, parce que je ne me fais pas rémunérer, hein, c'est juste de la passion, hein, donc à t'en faire autant que ce soit quelque chose de ressenti. Oui, c'est compréhensible. Ouais, d'accord. Ok, très bien. Et aussi, ce qui est impressionnant, justement, c'est que une poétesse, en fait, n'est pas comme on pourrait l'imaginer, dans sa solitude et sa tour d'ivoire ou solitaire, parce que toi, tu étais au marché justement parisien, à Paris, tu voyages, tu rencontres, tu as toujours des contacts avec justement le Pérou ou la Chine, et ça c'est voilà, on n'est plus dans ce mythe et la légende de la poétesse seule. Ah oui, on ne peut pas être seul. Enfin, moi je le conçois pas, mais je pense que tous les autres poètes, en tout cas tous ceux que je connais, ils sont comme moi, hein, c'est-à-dire que c'est un échange perpétuel avec les autres, avec leur poésie. Et c'est ce contact humain aussi qui est intéressant, parce que avoir des contacts avec des tas d'autres personnes que le hasard de la lecture nous fait découvrir, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça peut être effectivement des gens qui habitent à côté, comme ça peut être des gens à l'autre bout du monde. Et ça, c'est merveilleux, parce qu'on s'aperçoit que l'écriture, de même que tous les arts, hein, que ce soit la musique, la peinture ou tout ce que vous voulez, ne connaît pas les frontières. Alors il y a quand même la frontière de la langue, parce que avec un poète que j'ai beaucoup apprécié, Léo Zelada, que j'ai rencontré à Paris dernièrement, j'avais écrit sur son livre Transpoétique, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'avais fait une note de lecture à Paris, mais malheureusement pour communiquer ça a été très dur. Je dirais que j'ai mieux communiqué à travers sa poésie qu'avec lui en direct, parce qu'il ne parle que l'espagnol et moi je ne comprends pas un mot d'espagnol, à part un tout petit peu quand ça ressemble un peu à l'italien, mais bon ça limite quand même la conversation. Et c'était beau de se rencontrer, on était heureux et tout, mais on n'a pas pu parler. On n'a pas pu parler. Et heureusement que justement il y a des traducteurs, parce que même s'il y a des grosses difficultés à traduire la poésie, hein, c'est réputé pour être intraduisible, et moi j'étais la première il y a quelques années à dire la traduction de la poésie est impossible. Il y a forcément une perte lorsqu'on traduit un poème, une perte au niveau des sonorités, une perte au niveau des jeux de mots, une perte à tous les niveaux. Mais il y a quand même quelque chose qui passe, et ce quelque chose fait qu'il abat les frontières entre les peuples, et ça c'est très important. Ah, bien merci vraiment. Nous avons fait un tour, voilà,
de ton cheminement de vie, comment tu le vis justement grâce à hier et grâce à aujourd'hui surtout. Belle plantée, belle fleur. Moi, je te remercie du fond du cœur pour notre interview, Irène. Merci Joël, moi ça m'a fait beaucoup plaisir de parler des poésies avec toi. Et je mets bien sûr le lien de ton site internet dans la barre d'infos. Et belle plante et belle fleur, quand vous aimez justement notre discussion, n'hésitez pas à liker, à aimer. Voilà, de l'amour, toujours plus. Merci. On y retombe dessus. Merci beaucoup.